Bonjour à toutes et à tous. Donc voici la suite de ces vidéos que je fais pour introduire mon livre, donc Lumière commune, traité de philosophie générale à la lumière du matérialisme dialectique. La fois précédente, nous avons vu que le matérialisme dialectique était un courant très ancien qui date de bien longtemps avant Marx, puisque je le fais remonter au minimum à Héraclite d'Éphèse, qui, je vous le rappelle, donc présentait une conception du monde où les dieux sont exclus, en quelque sorte. Le monde est un feu qui s'allume et qui s'éteint périodiquement, avec mesure, dit Héraclite. Aucun des dieux ni des hommes ne l'a créé, ajoute-t-il. Et donc ce monde, eh bien, il est animé par la contradiction. Nous sommes et ne sommes pas. Et donc il aboutit à des passages permanents d'un contraire à l'autre. L'humide devient sec, le sec devient humide. Nous l'avons montré dans une vidéo, puis dans un texte surtout, qui est passé sur notre site et qui s'intitule Dialectique des cailloux à propos des comètes et des astéroïdes. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui montrer, c'est que même si le matérialisme dialectique et le marxisme ne sont pas identiques, ils sont étroitement liés à notre époque, bien sûr. À l'époque d'Héraclite, la question ne se posait pas. Je voudrais d'abord montrer que le matérialisme dialectique conséquent doit être un matérialisme dialectique marxiste à notre époque. Ça sera le premier point de mon exposé. Symétriquement, donc le deuxième point de mon exposé, ça sera de montrer que, quoi qu'en disent certains marxistes qui rejettent le matérialisme dialectique, eh bien, un marxisme conséquent, une philosophie marxiste conséquente, pour m'exprimer plus justement, doit se référer au matérialisme dialectique et surtout doit le pratiquer. Alors, je commence par le premier point, donc par l'idée que le matérialisme dialectique conséquent doit être marxiste à notre époque. Il doit l'être parce que le matérialisme dialectique, dès le départ, chez Thalès de Milet et surtout chez Héraclite, se présente comme une conception du monde. Or, une conception du monde, comme son nom l'indique, doit englober la totalité. Elle doit viser tout au moins la totalité. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il faudrait produire la somme de toutes les connaissances et la livrer tout achevée d'un coup, bien évidemment pas. Il s'agit du socle philosophique de la conception du monde. Elle ne pouvait manifestement pas être complète à l'époque d'Héraclite pour deux raisons principales. La première, c'est que Héraclite s'exprimait sous forme poétique et que donc il était compris comme un théoricien obscur. On l'appelait Héraclite l'obscur dans l'Antiquité, avec un soupçon de mauvaise foi, parce qu'il est clair en réalité. Mais il ne présentait pas sa doctrine dans son poème de la nature comme une logique. Or, dans le marxisme, il y a la logique dialectique et elle est héritée du grand logicien allemand du XIXe siècle, Hegel, et en particulier de son très grand livre, de son livre principal aux yeux de Lénine, aux yeux de tout marxiste qui a lu ce livre, je pense, qui est La science de la logique. On dit aussi la grande logique. Et effectivement, donc le marxisme a labouré en quelque sorte cette dialectique hegelienne, et Lénine en particulier a montré qu'il fallait la transformer sur certains points, qu'il fallait par exemple introduire, nous l'avons vu à demi-mot, la notion d'antagonisme, de contradiction antagonique qui n'est pas présente chez Hegel. Et je pourrais développer ceci, mais c'est pas le jour. Donc le marxisme a repris à son compte, par exemple dans le Capital, la notion centrale de négation de la négation est en permanence agissante, si l'on peut dire, le livre Le Capital de Marx. Ne parlons pas bien sûr des écrits d'Engels où là elle est nommée comme telle. Voilà, donc pour cette raison, le matérialisme dialectique, s'il veut devenir une logique et non pas quelque chose qui serait purement intuitif, purement métaphorique ou poétique, doit devenir marxiste. Et l'autre raison, c'est que, évidemment, à l'époque d'Héraclite, il ne pouvait pas y avoir de science de l'histoire. Or, l'apport propre d'Engels et de Marx, notamment dans l'idéologie allemande, le livre fondateur du matérialisme historique, si l'on peut dire, eh bien, sont jetés les bases d'une science de l'histoire, et c'est ce qu'on appelle le matérialisme historique. Sans le matérialisme historique, le matérialisme dialectique n'est pas complet en tant que conception du monde.
pour qu'il puisse toucher donc non seulement la nature, mais l'homme, mais la société humaine, il lui faut l'apport marxiste à travers des notions scientifiques, comme celle de mode de production, de rapport de production, de force productive, d'idéologie et d'autres concepts qu'on pourrait énumérer. Voilà donc pour le premier point. Je conclus le matérialisme dialectique moderne et marxiste. J'ajouterai peut-être un point supplémentaire, évidemment, c'est que bien sûr, le matérialisme dialectique moderne, à travers le marxisme, se lie à la classe révolutionnaire, au prolétariat révolutionnaire et donc aux efforts pour construire une organisation révolutionnaire, alors que dans l'Antiquité, il était conçu de façon très élitiste. Héraclite faisait partie de la classe dominante d'Éphèse. Et donc, la dimension révolutionnaire du matérialisme dialectique antique ne pouvait être présente, ne pouvait devenir une pratique. Le matérialisme dialectique ne peut devenir une pratique qu'à travers son lien organique avec le combat du prolétariat. Je passe au deuxième point de mon exposé. Le deuxième point de mon exposé, c'est de montrer que, contrairement à ce que disent certains marxistes, qui, à mon avis, cèdent trop à l'ère du temps, qui condamnent la dialectique de la nature, qui jettent par-dessus bord le marxisme soviétique, le marxisme est-allemand, qui jettent par-dessus bord Lénine, qui jettent par-dessus bord toutes sortes de textes extrêmement importants, y compris des textes fondateurs de ce point de vue-là, de Mao, ou de Staline, ou d'autres auteurs qui ont écrit après Marx. Le marxisme ne s'est pas arrêté après Marx. Eh bien, donc, ces marxistes, si vous voulez, font trop bon marché du matérialisme dialectique. Ils y voient une sorte de dogme imposé par Staline et bricolé par Hegel, alors qu'en fait, le fil rouge du matérialisme dialectique est présent, je dirais presque dans toute l'œuvre de Marx lui-même, et de Marx et d'Engels à plus forte raison, puisque ces deux auteurs ne publiaient jamais un texte sans en informer l'autre et consulter l'autre sur le contenu de ce texte. C'est non pas Staline, mais je l'avais dit, Engels, qui propose ce terme de matérialisme dialectique dans son livre Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Il voit en quelque sorte dans le matérialisme dialectique l'aboutissement de l'histoire millénaire de la philosophie. Alors, je vais ici expliquer pourquoi, disons, le marxisme a besoin d'être un matérialisme dialectique. La première des raisons, je viens de la donner à demi-mot si vous voulez, c'est que les marxistes qui veulent amputer le marxisme et la philosophie marxiste du matérialisme dialectique vont devoir jeter par-dessus bord pratiquement l'essentiel des conceptions philosophiques de Lénine et de ce qui a suivi du marxisme-léninisme philosophique, vont devoir jeter par-dessus bord tout ce qui s'est fait dans les pays socialistes. Alors on raye d'un trait de plume tout ce qui s'est fait en Union soviétique, en Chine, en RDA et ainsi de suite, comme si tout cela n'avait pas existé. Et bien sûr, on va favoriser, on va cultiver avant tout le marxisme occidental, ce marxisme occidental qui, malgré certains mérites, n'a jamais fait la révolution nulle part. Alors que là où il y a eu la révolution, il y a eu des développements du marxisme et du matérialisme dialectique, et il serait tout de même inconcevable que l'on fasse un trait de plume sur tout cela. La deuxième raison, c'est que, si vous voulez, il y a impossibilité d'établir fortement le matérialisme historique lui-même, qui est au cœur du marxisme et au cœur de la théorie comme de la politique marxiste. La méthodologie de la science de l'histoire, si vous voulez, a absolument besoin du matérialisme dialectique pour se fonder. Dans l'idéologie allemande, je l'ai déjà expliqué un petit peu dans une autre vidéo, les deux auteurs, donc Engels et Marx, montrent que si l'homme se distingue des animaux, c'est parce qu'il produit ses moyens d'existence, et ils ajoutent pas en avant, c'est-à-dire progrès, qui est la conséquence de leur organisation corporelle elle-même. Autrement dit, ils articulent le fait que l'homme est centralement un être qui produit ses moyens d'existence et qui, à travers la production de ses moyens d'existence, produit son propre héritage, développe sa propre essence, en un mot, fabrique l'histoire. Tout cela a un pas en avant qui résulte de leur complexion corporelle elle-même. Et ça jette un pont vers quoi? Eh bien vers la nature, vers la dialectique de la nature.
vers l'hominisation, vers l'évolution, vers les théories de l'évolution que Marx et Engels ont vivement défendues à leur époque, Marx allant jusqu'à dédier le Capital à Darwin, qui malheureusement a décliné cette offre de Marx. Mais en tout cas, les marxistes voulaient ancrer en quelque sorte leur théorie dans une théorie de la nature, de l'évolution de la nature. Sinon, le mode de production n'est pas fondé. On ne peut pas dire à ce moment-là que, ben voilà, on a raison d'interpréter l'histoire à partir du mode de production, des rapports de classe, des forces productives, du jeu des infrastructures et des superstructures, pour le dire d'une façon qui n'était pas strictement celle de Marx et d'Engels. Bref, toute l'analytique marxiste de la société devient bancale. Il faut au contraire comprendre que c'est précisément parce qu'il produit ces moyens d'existence et que ces moyens d'existence transforment sa propre essence, ne le laisse pas vivoter simplement en reproduisant son code génétique de génération en génération, mais crée un héritage sur la base duquel la société peut à tout instant évoluer, une culture, une éducation, un devenir historique, en un mot, que les hommes sont des humains et pas simplement des animaux, bien qu'ils soient aussi, et qu'ils soient exclusivement, même au départ, si l'on peut dire pour les préhominiens, des animaux. Et cela, évidemment, renvoie à une théorie de l'évolution naturelle, de l'évolution, comme dit Marx, comme dit Engels aussi dans l'idéologie allemande, non seulement biologique, mais orographique, mais climatique, mais océanologique, je pourrais ajouter, je ne sais pas si le mot océanographique joue un rôle, mais enfin bon, c'est l'ensemble de la nature qui aboutit à un être qui est capable, à un certain moment, de sortir de la sphère purement naturelle et biologique, de produire les bases d'une culture et d'entrer donc de plein pied dans l'histoire. Matérialisme historique et dialectique de la nature sont donc étroitement liés, et ceux qui veulent couper le matérialisme historique, et donc ceux qui veulent couper le marxisme tout court du matérialisme dialectique et de la dialectique de la nature, encourent le risque permanent, et dans lequel effectivement de nombreux marxistes occidentaux sont tombés, tout simplement de revenir à l'idéalisme historique, de tomber dans un marxo-hegelianisme, de ne plus prendre au sérieux tout simplement le fait que les marxistes doivent étudier l'économie politique, et qu'ils ne doivent pas seulement étudier cette économie politique, mais également tout l'amont de la société humaine, à savoir les différentes et très riches, très diversifiées dialectiques de la nature qui peuvent avoir existé avant même que l'homme ou que son lointain ancêtre ait pu apparaître. Alors, je voudrais dire aussi que ceux qui, par exemple, se réfèrent à une philosophie de la praxis pour l'opposer au matérialisme dialectique se méprennent totalement, car le matérialisme dialectique, effectivement, débouche sur une philosophie de la praxis, puisque nous sommes effectivement dans la philosophie matérialiste dialectique, dans une philosophie de la transformation du monde, mais nous pouvons dire aussi que ce n'est pas tout. Cette philosophie de la transformation du monde doit être elle-même une praxis de la philosophie, une praxis nouvelle de la philosophie. Sinon, on pratique la philosophie comme les braves universitaires, qui font des thèses sur tel ou tel auteur, et puis qui font carrière, et puis voilà tout. Si c'est ça la philosophie révolutionnaire, ça va pas très loin. Or, justement, il ne s'agit pas simplement d'une conversion personnelle, où on se dit « je vais transformer le monde », ce qui est ridicule, mais il s'agit effectivement, à ce moment-là, d'entrer dans le lien organique avec le mouvement de la classe ouvrière, avec l'organisation. Ça sera le marxisme et surtout le léninisme. Et puis aussi, tout simplement, de tenir compte, comme je le disais tout à l'heure, de l'énorme pratique philosophique qui a pu se développer dans les pays socialistes, en URSS, en RDA, en Chine, et ainsi de suite, en Yougoslavie même, parfois, bon, il faut tout prendre, en quelque sorte, et regarder le détail ensuite, parce qu'effectivement, dans ces pays socialistes, la science était un des moteurs du développement social, et les sciences de la nature en particulier, et on avait besoin de ce que les Russes, les Soviétiques, appelaient la science de la science, pas la science des sciences, la science de la science, c'est quelque chose de très pratique, pour arriver à tenter de planifier le développement social, puisqu'il fallait pour tenter de développer le plan social, la planification, aussi voir un petit peu où allait la recherche, quel était son sens général, quelles articulations fondamentales pouvaient la parcourir. Et là, précisément, on avait besoin, par exemple, de tout un travail permanent
non seulement sur la dialectique de la nature, non seulement sur le matérialisme historique, mais sur la classification des sciences, sur la façon dont les sciences s'articulent, de façon dynamique, évolutive d'ailleurs. Il ne s'agit pas d'un système achevé, c'est par la classification dynamique des sciences que les marxistes ont répondu en pratique à l'exigence de systèmes qui étaient présents dans les philosophies classiques, mais qui avaient été dévoyés par la philosophie spéculative dans les grands systèmes métaphysiques du XVIIe siècle, par exemple. Et là, la nature forme un système. Ce n'est pas à l'être humain de produire par lui-même, en quelque sorte, ce système de la nature. Il existe, il faut le connaître, simplement, le refléter, et par là, effectivement, donc refléter les articulations du réel dans les articulations des sciences. C'est ce qu'on appelle la classification des sciences. Voilà, donc, si vous voulez, un peu de philosophie de la praxis éloigne du matérialisme dialectique, mais un peu de praxis de la philosophie, de praxis marxiste de la philosophie, de praxis communiste, et en lien avec la construction des partis communistes, en lien avec la construction des États socialistes et la planification économique, doit ramener à un matérialisme dialectique et non pas simplement à une sorte de philosophie de l'en-soi et du pour-soi, de hegelianisme réchauffé, si j'ose dire. Et enfin, il y a un point sur lequel je veux insister aussi, c'est que le matérialisme dialectique doit nous servir à la bataille pour reconstituer, pour reformer une hégémonie culturelle progressiste. L'hégémonie culturelle, c'est un concept qu'on doit pour l'essentiel à Gramsci, et beaucoup de gens utilisent Gramsci contre Lénine, contre Engels, contre Marx, contre les philosophes matérialistes dialectiques, disons, traditionnels. Bon, c'est bien triste pour Gramsci. Gramsci ne mérite pas un tel traitement, puisqu'il n'était pas un universitaire isolé des luttes, mais le secrétaire général du Parti communiste italien. Et donc ne le traitons pas ainsi. Donc en réalité, quand Gramsci dit qu'il faut que les classes populaires acquièrent ou conquièrent l'hégémonie culturelle, il veut dire qu'elles doivent présenter au fond une conception du monde, il emploie le terme, une conception du monde qui soit capable de rivaliser avec celle des classes dominantes, avec celle des classes réactionnaires. Bon, eh bien, j'aimerais bien savoir comment on peut faire cela si l'on ne mène pas la bataille aussi sur le terrain des conceptions de la nature, surtout à notre époque. Si on ne mène pas la bataille sur le terrain, par exemple, du devenir cosmique, de l'évolution biologique, et de toutes sortes de sujets de ce genre, qui, s'ils ne sont pas traités par les marxistes et par les matérialistes, sont tout simplement récupérés par les intégrismes religieux pour fabriquer des conceptions du monde irrationalistes, voire magiques, dans quelques cas. Donc il faut effectivement que nous soyons capables d'affronter de façon philosophique, rationnelle, non pas en dictant aux sciences ce qu'elles ont à découvrir, mais au contraire en repérant dans les sciences ce qu'elles sont en train de découvrir, c'est-à-dire des dialectiques de la nature, comme j'essaye de le montrer, notamment dans le tome 3 de mon livre Lumière commune, ou dans l'article Dialectique des cailloux, que j'ai cité tout à l'heure. Là, on peut mener une véritable bataille pour l'hégémonie culturelle, parce qu'on marche sur les deux jambes, à la fois la science de la société, les sciences, disons, politiques, au sens très large du terme, mais aussi les sciences de la nature, qui doivent être nos alliés dans la lutte pour le rationalisme, dans la lutte pour les lumières, pour ce que j'appelle les lumières communes ou partagées, et dans la bataille contre l'obscurantisme moderne. Voilà, donc je dirais qu'un peu de marxisme éloigne du matérialisme dialectique, un peu de philosophie de la praxis éloigne du matérialisme dialectique, un peu d'hégémonie culturelle éloigne du marxisme, du matérialisme dialectique, mais beaucoup de philosophie de la praxis et de praxis de la philosophie, de praxis marxiste de la philosophie, de bataille pour l'hégémonie culturelle, rapproche du matérialisme dialectique. Dernier point maintenant, et sur lequel je veux conclure, et qui est un point pratique, si vous voulez, qui concerne directement tous les militants communistes et progressistes, c'est la question du lien entre le communisme et les luttes environnementales. Si l'on prend appui sur la dialectique de la nature, qui est au cœur du matérialisme dialectique, et qui a été développée par Engels, et que nous devons évidemment aujourd'hui approprier aux énormes, aux immenses découvertes défrichées par les sciences contemporaines, sans nous en tenir à la lettre de ce qu'a écrit Engels, bien entendu, personne ne demande de dogmatiser le texte d'Engels, eh bien, nous pouvons comprendre pourquoi, effectivement, le communisme a en lui, je dirais, la capacité de mener la bataille environnementale jusqu'au bout.
a la capacité d'être un écologisme conséquent, si l'on peut dire. Pas au sens du tout des Verts qui rabattent, les Verts d'Europe Écologie Les Verts qui rabattent petitement, mesquinement l'écologie vers l'Union européenne et vers le capitalisme vert, hein, si ça pouvait exister, cet oxymore, mais qui montre que, précisément, si l'homme est le produit de l'évolution naturelle, et si l'histoire, la culture ont, dans un premier temps, été une sorte de négation de cette nature, puisque l'homme, évidemment, a construit l'outil, l'artifice, et par conséquent, donc, a combattu, en quelque sorte, la nature, eh bien, il est parvenu au point aujourd'hui où, s'il n'opère pas une négation de la négation, eh bien, il va se liquider lui-même. Parce que s'il liquide les conditions naturelles et environnementales de son existence, en clair, s'il pollue l'air, l'eau, la terre, les eaux, le feu, s'il gâche l'énergie, si vous voulez, eh bien, il va disparaître, tout simplement. Et à notre époque où le capitalisme prend des allures exterministes, cette réflexion mérite d'être véritablement comprise. Et donc, ce n'est pas pour s'écarter du progrès historique que l'homme va devoir protéger, reconstituer les conditions environnementales de son existence, c'est précisément pour accomplir pleinement son histoire. Et par conséquent, l'écologie telle que le marxisme la comprendra ne sera pas un retour vers la nature, mais au contraire une négation de la négation, un progrès. Et ça nécessitera tout autant, en sens inverse, contrairement à ce que pensent beaucoup d'écologistes, non pas simplement une bataille sur la question de la nature elle-même, mais un redéploiement total de la société humaine qu'on appelle le communisme. Car si l'homme est incapable de s'entendre avec l'homme, s'il est incapable de socialiser les moyens de production et sous l'autorité du monde du travail de planifier le développement commun et le développement des individus, à ce moment-là, eh bien, le développement, disons, de chaque individu selon ses propres puissances, eh bien, à ce moment-là, le communisme, effectivement, ne pourra pas triompher. Il lui faut à la fois désensauvager l'homme, donc vaincre la nature en l'homme et donc le capitalisme en l'homme, parce que le capitalisme c'est la survivance en l'homme de la loi de la jungle, hein, et vaincre en l'homme ce qui détruit la nature. Et donc ici, penser d'une façon très large la production du futur, la production communiste du futur, comme étant à même de produire ou de reproduire les conditions environnementales de l'existence humaine, pas simplement une éco-compatibilité entre la production et l'écologie, mais le fait de mettre dans la production le souci principal de la reproduction des conditions environnementales de l'existence humaine, ce qui donne au communisme une envergure écologique absolument insoupçonnée de beaucoup de personnes qui, soit d'un certain côté, rejettent toute écologie en confondant l'écologie avec le discours eurolibéral des Verts, soit, à l'inverse, eh bien, se rallient à ce discours eurolibéral, petit bras, si l'on peut dire, et omettent toutes les dimensions du combat communiste, qui sont aussi le produire en France, qui sont aussi la défense de l'industrie, mais sur des positions telles que cette industrie ne soit plus l'opposé de la nature, mais véritablement la capacité de reproduire de façon consciente, de façon techniquement instruite, etc., les conditions mêmes de l'existence environnementale de l'homme. Une nature au second degré, bien sûr, c'est plus la nature primitive. On ne retourne jamais à la nature mère et à Gaïa, si l'on peut dire. C'est pas Prométhée qui détruit la nature, tel qu'on peut le voir dans certaines représentations simplistes du communisme. Hein. Ce n'est pas non plus, mais c'est surtout du capitalisme. C'est le capitalisme qui a détruit la nature en réalité. Soit l'inverse, c'est-à-dire une sorte de prière adressée à Sainte Gaïa, mais c'est précisément la capacité de dialectiser la lutte pour l'environnement et la lutte pour une société communiste sans classe permettant le développement des individus. En résumé, donc, je le redis, si un peu de philosophie marxiste éloigne du matérialisme dialectique, si un peu de philosophie de la praxis éloigne du matérialisme dialectique et de la dialectique de la nature, si un peu de lutte pour l'hégémonie culturelle éloigne de la dialectique de la nature et du matérialisme dialectique, beaucoup de lutte pour l'hégémonie, beaucoup de marxisme en fait, hein, beaucoup de communisme, rapproche
du matérialisme dialectique. Merci de votre attention.